Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Petite news. Pour les passionnés de podcast, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, je vous donne toutes les clés pour créer le podcast de vos rêves et construire votre image de marque. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Kelly Bessis. Pour la petite histoire, cette interview a été enregistrée en décembre dernier, à Paris, et a été ma toute première. Il faut en prendre, il faut tomber pour te relever, réellement. Il faut bien tomber, et moi, bizarrement, c'est quand je suis plus à terre que sans prétention, je fais les plus belles choses. Kelly Bessis, tu es originaire de Montréal, entrepreneur et grande fan de boxe. Suite à une rupture compliquée, juste avant ton mariage, tu décides de tout plaquer pour partir en Thaïlande, faire 4 mois de boxe. Là-bas, c'est une évidence. Aujourd'hui, tu as fondé Dada la Coloc, un appartement en plein cœur de Paris dans lequel tu organises des événements autour du sport, de l'entrepreneuriat ou encore des femmes. Kelly, si j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es porteuse d'un pacemaker, ce petit appareil sans lequel tu ne pourrais pas vivre, qui ne t'empêche pas de prendre tous les risques pour vivre la vie de tes rêves sans concession. Salut Kelly et bienvenue sur l'Aléa. Merci de m'accueillir chez toi, chez Dada la Coloc. Salut Laura. L'appartement que tu as fondé, qui organise des événements sportifs, culturels, on y reviendra. Sur ce podcast, je voudrais évoquer avec toi les risques subis ou volontaires auxquels tu as pu faire face, ta vision sur ces derniers et ta manière de les surmonter pour, on le verra, faire des choses extraordinaires. On va commencer tout de suite avec ta petite enfance. On t'a posé un pacemaker lorsque tu étais bébé. J'aimerais que tu reviennes avec moi sur tout ça. C'est quoi un pacemaker ? Que devient le quotidien d'un porteur de ce type d'appareil et quels en sont les risques, même au-delà de la boxe ? Ok. Eh ben oui, donc je suis née à Montréal. Pour la petite histoire, je suis née à Montréal, au Canada. Et à mes 3 mois, j'ai été hospitalisée dès ma naissance. Je suis restée quasiment 6 mois à l'hôpital. Et à mes 3 mois, j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai eu 3 petits trous pour l'expliquer clairement. Donc pas avec le jargon médical, mais plutôt avec le mien, on va dire ça comme ça. J'ai eu 3 petits trous dans le cœur, donc qui ont été non rebouchés et qui font que du coup, je suis obligée d'être porteuse de pacemaker, donc d'avoir une pile qui me permet de vivre. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool. Enfin moi, ça m'a pas plus posé de problème que ça. Bizarrement, j'ai extrêmement bien vécu jusqu'à mes 26 ans. Jusqu'au jour où le sport est rentré dans ma vie, parce que sinon, mon pacemaker, à part m'aider à vivre et faire en sorte que je sois là, ça ne m'a jamais posé de problème. D'accord. Dans l'idée. Non, merde. Filer mon collant. Pardon. En 2 minutes. Mais voilà. Et sinon, depuis, oui, pour être transparente avec toi, depuis 2 ans,
j'ai compris un peu l'importance et le problème que j'avais, parce que d'être porteuse de pacemaker, c'est pas si la folie que ça. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée et d'avoir vécu ça comme quelque chose un peu de magique et de cool et d'être unique, parce que je fais partie, on est seulement 10% d'enfants à avoir un pacemaker, et surtout moi, ma sœur aurait eu, ma grande sœur qui est née 4 ans avant moi, aurait eu ce problème-là, malheureusement elle n'aurait pas vécu. D'accord. Parce que c'était très rare de mettre un pacemaker aussi jeune à un bébé, sachant que le boîtier était quasiment plus gros que moi. Enfin, j'extrapole le truc, mais vraiment, voilà. Et puis c'est un vrai corps étranger. Faut que ton corps s'habitue. Tu vois, je suis restée 1 an et demi à l'hôpital. Bien sûr. Surveillée, etc. Donc c'était un challenge. Mais avant le sport, je me rendais pas compte. Je voyais vraiment que les avantages. Dis-moi. Ok. Les avantages, voilà. Très bien. Puis la boxe, c'est compliqué. Ok, on y reviendra tout à l'heure. En me renseignant sur toi, donc en regardant ton compte Instagram, j'adore faire ça, on a comme l'impression que tout paraît possible, accessible dans la vie de Kelly. Je me demande d'où vient cet optimisme. Est-ce que tu es naturellement comme ça? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est une décision de vie? Tu t'es dit ok, maintenant tout va bien, je vais voir les choses positivement. Alors, non, j'ai toujours été comme ça, plutôt très souriante, même dans mon ancien métier, c'était mon taf, et je disais que c'était tellement plus facile de commencer en disant bonjour et en souriant que de faire la gueule, même dans le métro. Je me rappelle quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une pseudo-vidéo dans le métro où je disais aux gens, mais souris, ça te coûtera pas plus cher, on se rend pas compte, mais le sourire, c'est vraiment quelque chose de gratuit, et qu'on se rend pas compte de l'impact que ça a, une personne qui te sourit, une personne qui te fait la gueule. Vraiment, ça te met dans un état d'esprit de t'as envie de continuer ta journée. Vraiment, t'as envie de te dire, mais putain, pourquoi je me suis levée, quoi, quand la personne en face n'est pas réceptive. Donc non, j'ai toujours souri. Maintenant, c'est vrai que sur Instagram, moi, je tire le parti pris d'utiliser ça pour communiquer de la bienveillance, de la positive attitude, parce que je pense que mes problèmes personnels, je préfère les garder pour moi. Et c'est plutôt ma façon de me protéger. Donc sur Instagram, quand ça va pas, je suis plutôt du genre à ne pas être présente, plutôt qu'à exposer mes malheurs, et pleurer, faire une photo où je suis en drama queen et tout. Là, ça, c'est pas ma cam. Ok. Et est-ce que tu as des conseils justement pour ceux qui nous écoutent pour avoir un bon mood dès le matin? Est-ce que tu as des petits trucs, des habitudes que tu pourrais partager? Très simple, tu te regardes tous les matins dans le miroir, si tu as un miroir, et tu te dis je vais passer une bonne journée. Et tu fais un grand sourire. Et je vous jure, tu as l'air très conne pendant 3 minutes, mais après ça marche et ça devient des automatismes. Et c'est cool de se regarder. Tu prends une grande inspiration. Texture, tu fais ce soir. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Voilà. Okay. Moi, je le fais souvent pour me remotiver après une journée pour ressortir. Ok. C'est plutôt ça qui est compliqué. Voilà. Super. Kelly, on va revenir un petit peu sur ton enfance maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de toi petite? Est-ce que tu étais déjà une fonceuse? Qu'est-ce qu'on disait de toi, enfant et adolescente après? Très drôle, mais mon père a retrouvé une photo de moi quand j'avais 10 ans, en position de boxeuse comme ça. Genre énorme. Avec le regard énervé et tout. Il m'a dit, tu vois, c'était un signe. On savait que t'allais boxer un jour. Non, petite, j'étais plutôt un vrai clown. J'étais très fille, pour le coup. J'aimais bien les petites robes et tout. J'étais assez fifi, alors que j'ai beaucoup changé sur le après. Et non, j'étais plutôt un petit clown. Mes parents disaient que j'étais une petite fripouille, un petit clown. Voilà, je savais un peu ce que je voulais. J'étais assez chippie et très, très, très proche de ma mère. Okay. Extrêmement famille. Ma mère et mes sœurs, c'était mon sillon, c'est ma base. Et voilà. Et tes parents étaient sportifs ou pas du tout? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ma mère, encore moins. Mon père l'est devenu. Mon père est devenu très sportif après. Mais ma mère, pas du tout. Ma mère bretonne. Donc, on avait une maison à Quiberon. On y allait toutes les vacances. Ses crêpes, plat en sauce et tout. Enfin, vraiment très bretonne. Et mon père, tunisien. Enfin, donc, du côté de mon père. Bon, bref. Non, on a toujours été très bouffe et pas du tout très sportif. Ok. De bon vivant. Ok. Tu t'es mise à la boxe suite à une rupture amoureuse assez douloureuse, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Et il me semble ensuite que tu as pris le risque de tout quitter pour partir faire de la boxe à l'autre bout du monde. C'est très bien présenté. Bravo Laura, c'est exactement ça. Oui, non, je suis restée en couple pendant 6 ans. 6 ans. On devait se marier un peu comme tout le monde, on va dire ça. Les projets, au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans, t'as l'appart, t'as le resto. Nous, il fallait se marier. On devait se marier et puis je pense qu'on était tout simplement pas prêtes. Putain,
on était tout simplement pas prêts. Donc du coup, je me suis fait plaquer à 2 mois du mariage. Donc ça a été, maintenant j'en parle avec limite le sourire. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été très violent parce que je m'y attendais pas du tout. C'était un mec avec qui j'ai grandi, que j'ai aimé. C'était mon premier amour, donc c'était pour moi. Puis surtout, on n'avait pas du tout signé l'alarme, tu vois. Enfin, je le voyais pas. Je le voyais pas du tout venir. Et voilà. Et c'est vrai que face à ça, j'ai vraiment eu un électrochoc de. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Si Nat me quitte, c'est qu'il doit se passer des trucs. Enfin, je suis peut-être pas heureux, je suis peut-être pas bien. Il y a peut-être des trucs qui vont pas. Stop, tu vois. Arrête. Et tu vois, tu me demandais si avant je souriais. Bah ouais, c'est vrai, j'étais vraiment ce genre de nana qui souriait tout le temps, qui bossait bien, qui bossait très bien, qui souriait à sa famille, qui s'arrangeait pour être présente aux événements familiaux, même si j'étais fatiguée, que j'en pouvais plus, qui bossait comme une malade pour son boss. Tu vois, j'étais vraiment tout le temps dans le contrôle et un peu dans l'image. Un peu dans l'image pour le boulot, tu vois, vraiment un peu dans l'image pour le boulot. Et j'ai pété mon câble et j'ai dit, écoute, il m'a pas quitté pour rien, donc vas-y. Enfin, non, c'est que j'en ai eu marre aussi d'être dépressif et de pleurer matin, midi et soir. Je me rappelle, je me suis tapé peut-être 15 fois le film. Je les ai tous vus, Bridget Jones, Love Priem. Enfin, vraiment, j'ai fait toutes les comédies, dramas possibles et imaginables avec la glace. Moi, j'ai tout fait. Hein. D'accord. J'ai tout cliché, mais genre, je les ai. Mais ça m'a saoulée au bout de 2 semaines, tu vois. Au bout de 2 semaines, je comprenais pas pourquoi je pleurais. Je m'en voulais, tu sais. Je suis assez terre à terre comme nana. Je me disais, mais pourquoi? Enfin, ça va, tu vois. Pourquoi? Et je suis partie. Je suis vraiment partie du jour au lendemain. Mais il s'est passé combien de temps entre la rupture et le moment où tu t'es dit, ok, j'y vais? 1 mois, le temps de trouver la future moi que j'ai embauchée chez Contrant Cherrier. J'avais quand même une notion un peu business et je voulais surtout pas laisser mon équipe dans la merde. Donc, il fallait que je me remplace, sachant que je faisais beaucoup d'heures. Il fallait vraiment que je me remplace bien. J'étais responsable réseau d'un groupe de boulangerie, donc voilà. Et surtout, au début, je suis partie juste en me disant, je pars 1 mois. J'avais 9 semaines de congés payés à poser. Ok. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie. Donc, je me suis dit, vas-y, je pars un petit mois, je la forme, on voit ce qui se passe et je reviens. Surtout, il n'y avait pas du tout de... Donc, c'était pas je quitte mon job. Non, c'était je reviens. Parce que j'étais très, très attachée à ce job. Et j'ai trouvé ma remplaçante. Elle a très bien bossé. On a signé son contrat au bout de 3 semaines. Le contrat était signé. J'ai pris 2 cours de MMA sur Paris avant parce que ça faisait partie de ma salle de sport. Et la fitness, ça commençait à me saouler. J'étais pas en accord avec les fitness girls et tout. Et j'ai fait un cours de MMA. J'ai adoré. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Et je suis partie du jour au lendemain. J'ai trouvé un camp en Thaïlande. Et bam, 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 bam. Donc c'était ça, c'était la boxe en fait. Mais comment ta famille, tes amis ont réagi? Parce qu'en tant que porteuse de pacemaker, en plus, j'imagine qu'il y a pas mal de risques à faire de la boxe. Pour le coup, ça a vraiment été une catastrophe. Je me suis fâchée avec ma mère. Je crois que ça a été l'une des plus grosses disputes qu'on a eues. Je me suis fâchée avec ma mère parce qu'elle n'a pas voulu que je parte. Elle a surtout joué sur la carte pacemaker, les risques, mais t'es folle, c'est suicidaire, etc. Et elle a failli m'interdire, mais limite vraiment failli m'interdire avec des assurances, etc. Parce que c'était trop dangereux, C'était vraiment un vrai risque de partir. Parce que moi, un coup de poing là, bon là tu verras pas, mais un coup de poing sur le buste, autour de la poitrine, enfin moi sans la pile, je vis pas. Donc un coup de poing fatal. Donc le risque c'est la mort, quoi. Voilà, le risque c'est la mort. Donc c'est vrai que faut pas le prendre à la légère, quoi. Et au final, je suis partie et comme quoi, et tu vois, maintenant ça va faire 3 ans et je vais très bien. Comme quoi, il faut prendre des risques dans la vie. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des astuces pratiques pour ceux justement qui veulent partir seuls, parce que tu es partie seule quand même, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent, ok, il faut partager, j'ai besoin de partager. Enfin, moi, le plus beau conseil le seul conseil que je pourrais me permettre de donner, c'est de voyager seule et de le faire une fois dans sa vie. Moi, depuis que je suis rentrée, j'arrive pas à le refaire. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. J'arrive plus à prendre ce temps que je me suis accordé avant. Aujourd'hui, c'est impossible de le prendre. Mais tu vois, je te racontais Dubaï tout à l'heure et tout. Je suis trop attachée en fait à ce que j'ai construit et j'ai vraiment du mal. Je suis partagée entre cette envie, ça me manque de voyager, ça me manque d'être seule avec moi-même, ça me manque tout ça. Et ce côté de j'aime trop ma vie sur Paris, j'arrive pas à la quitter. Ouais, parce que tu as appris pas mal de choses sur toi comme ça en partant, j'imagine. On se redécouvre, on se connaît. Il y a vraiment une Kelly avant, une Kelly après. Ouais, ok. Et j'y croyais pas. Ok.
Donc, tu es revenue à Paris ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as découvert que tu pouvais plus vivre sans la boxe. Donc, comment tu es arrivée à la conclusion que tu voulais que toute ta vie tourne autour de ça? Quel a été le cheminement? Alors, si je peux me permettre, je suis pas du tout rentrée avec Non. Quand je suis rentrée de Thaïlande, j'étais complètement naïve. Littéralement, sur le truc. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Je suis rentrée après 4 mois. Et surtout, j'étais dans une optique de je vais reprendre ma vie. J'avais un haut niveau dans mon métier, donc je pouvais complètement retrouver un taf limite en claquant des doigts. C'était littéralement ça. Et surtout, je gagnais bien ma vie. Donc, j'étais partisane du CDI, l'entrepreneuriat. J'avais jamais vu ça. C'était pas pour moi, c'était pas ma cam et tout. Et au final, non, j'ai commencé tranquillement à organiser un week-end, sport et bien-être. Ça s'appelait le Weekend Box, avec une prof de boxe et une prof de yoga. Donc, j'étais pas du tout prof. Alors que j'avais passé tous mes diplômes, mais trop peur pour le faire. Le week-end s'est vendu à... Enfin, je pense même pas 24 heures. On a eu les 16 inscrites. Donc, c'était incroyable. Le week-end s'est extrêmement bien passé. Et c'est grâce à ces filles-là du week-end que je me suis dit qu'ils nous ont demandé de donner des cours dans des parcs. Donc, on a commencé à donner des cours à la volée dans des parcs. Et en fait, comment je me suis lancée, c'est que ma prof de boxe, elle a eu 2 samedis de suite. Elle m'a plantée pour des raisons X ou Y, tu vois. Mais bon, elle n'a pas pu se présenter, enfin, elle n'a pas pu donner son cours. Et je me suis retrouvée seule, avec 15 inscrites, dans un parc, avec tous les gants de boxe, et à dire, vas-y, j'y vais. Donc, en soi, j'étais sécuritaire, j'avais tous mes diplômes, mais j'avais la peur bleue, tu vois. Je les avais un peu passés pour le kiff. Et le cours s'est trop bien passé. Et un cours, et 2 cours, et 3 cours. Et là, tu te dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Et donc, de là, je me suis renseignée comment monter une boîte, comment organiser. Et c'est là que tout a pris. Et que... Mais j'ai eu 3 mois à mon retour sur Paris, un peu de réflexion de qu'est-ce que je fais. Je me lance, je me lance pas. Et quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai dit, mais oui, vas-y. J'étais jeune, tu vois, j'avais 26 ans, 25. Je me suis dit, t'as tellement bossé avant, vas-y, tente le coup, quoi. Tente. Ok, et t'as appelé ça Hitbox Love. Tout premier, c'est bien, t'as vraiment bien bossé, Laura. Incroyable. Le tout premier concept, c'était Hitbox Love. Choisis ta boxe et viens boxer avec moi. D'accord. C'était un concept de démocratiser la boxe et permettre à tout le monde de boxer. Je voulais jouer sur le mot boxe, un peu, voilà, donc d'acheter ta boxe. Et donc en entreprise, t'avais la Fun Box, donc c'est celle que j'ai gardée sur Dada Box, etc. Celle qui a le plus marché. Il y avait la Fun Box, la Drink Box, donc je organisais des after-work, je venais avec les boissons. Donc un cours de boxe suivi d'un Drink Box. Il y avait la Morning Box, c'était le matin, donc un cours de boxe avec un petit déj sur place pour emporter. Enfin voilà, c'était que des concepts comme ça, la Kids Box, la Brunch Box. Ok, et c'est devenu ça derrière Dada la coloc en fait. Et voilà, et Dada en fait, c'est arrivé 1 an et demi après parce que j'en pouvais plus de me balader d'entreprise en entreprise. J'adorais, mais limite, j'avais plus de coûts sur les Uber parce que quand tu te balades avec les sacs, enfin quand tu viens pour, même si tu as un cours avec 15 élèves, tu dois ramener 15 paires de gants. Oui. Donc les entreprises avec qui j'avais des contrats, elles étaient adorables. Elles s'achetaient leurs paires de gants parce que je leur faisais de la peine. Je pense sincèrement que je faisais de la peine. Avec un énorme... tu peux pas prendre le métro avec ça. Tu vois, déjà, tu prends le métro avec une trottinette, tu te fais incendier. Mais avec une énorme valise, genre je me faisais incendier. Donc, je prenais beaucoup d'Uber et franchement, en coût, ça devenait un peu compliqué. Ouais, c'était plus possible. Enfin, c'était bête. C'était une perte de temps. Et voilà, et malheureusement, la boxe, c'est vrai que c'est un métier qui, il faut un petit peu d'outils, quoi. Et puis surtout, j'en avais marre de rentrer dans des cases. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais l'impression que parce que j'étais boxeuse, parce que j'étais un petit peu flexitarienne, et ben du coup, j'étais sur Instagram, la fille qui boxe, la fille qui mange végé. Et genre, il se passait rien d'autre à côté. Alors que pas du tout. C'est pas du tout mon cadre de vie, c'est pas du tout ma façon de vivre. Moi, je bois du vin, je mange, je peux aussi bien faire du yoga que de la boxe. Enfin, tu vois, je suis vraiment... J'adore cette façon de pouvoir faire plein de choses à la fois et d'essayer d'être le meilleur possible sans être excellente dans chaque domaine, tu vois. Mais voilà, j'ai ma passion qui est la boxe. Je pense que c'est mon domaine aujourd'hui. Mais voilà, j'aime toucher à tout, etc. Et Dada est arrivé tout seul parce que j'ai eu cette envie un peu de liberté. D'accord. Donc, d'où le dadaïsme, l'art, le côté artistique, d'avoir un appartement un peu pas Pinterest, tu vois, où tu peux toucher, t'as pas peur de t'asseoir sur un truc, tu vois, tu peux, c'est pas grave si ton mur, il est pas si blanc que ça, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un lieu, ok, si tu veux, à la limite Instagram, mais plutôt dans le kiff, d'avoir un appart un peu bordel, tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Quand j'ai monté Dada, ils venaient d'ouvrir tous les beaux apparts, donc il y a eu une tonne d'apparts qui m'ont donné envie, hein, et je
Je remercie ces appartements. Je parle de chez Simone principalement, Oui. qui a été un appart sublimissime. J'ai eu la chance d'être invitée en tant qu'ambassadrice sur le truc. Et cet appart, pour moi, personnellement, c'était trop beau. C'était trop instagrammable. C'était trop stylé. C'était trop... Tu te sentais pas. Ouais. Tu sais ce que je veux dire, j'étais invitée, j'arrivais pas à boxer, je me sentais pas bien. D'accord. Il y avait trop de miroirs, il y avait trop de tout. Ouais. Les filles, elles avaient du mal à... C'était trop. Oui. C'était pas ma cam. Et je me suis dit, il faut cet appart-là pour des meufs un peu schlag. Ouais. Je vous adore, les filles. Celles qui viennent dans mon appart, c'est pas du tout des meufs schlag. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais tu vois, un truc un peu beaucoup plus soft. Oui. Beaucoup plus à la cool. Ouais. Tu vois, un peu moins presse, un peu moins influenceuse. Et plus des vraies nanas. Ouais. Des nanas qui bossent tous les jours, qui se tapent une journée, genre 8h30, 18h30, qui quand elles viennent en cours, elles ont pas envie d'être pimpées comme jamais, elles ont juste envie de venir boxer. D'être elles. Exactement. Elles ont envie de venir s'éclater. Donc le concept de Dada, c'était pas de miroir. D'accord. Nulle part. Un appartement 100% éco-responsable, fait qu'avec des artistes. Donc on a été vraiment chiner des artistes, surtout une Astrid qui a sauvé mon appart, avec qui on a fait des nuits blanches et où on a refait tout l'appartement de A à Z. Et ça a été une folle aventure d'ailleurs. D'accord. Et tout ça, tu l'as financé grâce à KissKissBankBank, si je me trompe pas. J'ai vu une campagne en fait participative justement pour Dada la coloc. Alors on a fait une campagne mais qui n'a pas marché. Ok. Donc moi je l'ai financée grâce au mariage, pour être transparente avec toi. Ah d'accord. La campagne on l'a pas eu, alors on a été peut-être trop optimiste. Tu sais KissKissBankBank, tu affiches un prix et tu dois être bien sûr, comme Ulule, tout voilà. ça. Ouais. Mais tu récoltes rien si tu n'as pas atteint ce prix-là. Et c'est vrai que nous, on a été dépassés par les travaux, plus par le projet de com de la campagne KissKissBankBank, qui bien sûr, on a eu l'idée de les lancer les deux en même temps. C'était complètement logique. Donc, les erreurs d'entreprendre quand tu commences. Et justement, est-ce que tu as des conseils en fait à donner à ceux qui nous écoutent, qui voudraient justement créer une boîte sans prendre trop de risques de vraiment tout séparer et de se donner le temps. Le temps de faire bien les choses. Moi, je suis partisane de faut faire vite. Mais c'est pas vrai. Dans la vie, il faut pas forcément faire vite. Faut pas être si exigeant. Il faut vraiment se donner le temps de faire bien les choses. La campagne KissKissBankBank, tu vois, on a récolté je crois qu'on a récolté quasiment 9 000 euros. Fallait 10 000. Donc tu te dis après, 8 500 et il fallait 10 000. Bon, nous on avait déjà participé à la campagne, donc mon partenaire voulait pas qu'on mette plus pour le coup. Donc tu te dis que c'est très con d'arriver à un truc comme ça. Ah non, on devait 15 000. Bon, bref, je sais plus. Okay. Il y a une différence. Bon, je sais plus où on en était. Mais non, tes conseils, justement, les conseils, prendre le temps, tu me disais. Prendre le temps de faire bien les choses. Si tu prends le temps de faire bien les choses et bien s'entourer. Prendre le temps de faire bien les choses et bien s'entourer. Si tu lances une campagne KissKissBankBank, tu te focuses là-dedans. Tu te prends un mois sur cette campagne-là et tu fais pas KissKissBankBank, les travaux, ton compte, ton truc et ton truc. Je pense qu'il faut vraiment segmenter les choses, prendre du temps et bien s'accompagner des personnes qui sont qualifiées dans les domaines. Qualifiées. C'est horrible, mais utiliser tes contacts à bon escient. Oui. Voilà. Ok. Littéralement. Et justement, si tu avais, toi, dû recevoir un conseil, en fait, avant de te lancer, c'était ça, en fait. C'était quelque chose à refaire. Qu'on me dise d'être plus consciencieuse dans ma façon de... tu vois, bizarrement, manager les gens, pour moi, c'est facile. Tu vois, de guider les gens, d'obtenir des objectifs en équipe. Mais de me manager toute seule, c'est extrêmement dur. Parce que je me fais des to-do qui sont infinissables. Et je m'en veux de pas y arriver. Donc, je me mets encore la barre toujours plus haute. Tu vois, genre toujours, je veux toujours plus haut, toujours plus vite. Et non, je pense qu'il faut qu'on accepte... qu'il faut qu'on accepte d'aller doucement, qu'il faut qu'on accepte d'être en équipe. Moi, je ne sais pas, avec mes projets perso, j'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est une catastrophe. C'est depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que je travaille mieux toute seule et ça me saoule d'expliquer aux gens ce que je veux parce que c'est mon bébé. Ouais. Donc, tu vois, donc de donner, d'apporter ton dada, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est moi, c'est vraiment moi. Donc, c'est très compliqué de lâcher. Mais non, se laisser entourer des bonnes personnes et prendre le temps. D'accord. Voilà. Très bien. Peut-être un peu perso, mais est-ce que tu as eu peur de l'échec avec ce deuxième projet, puisque Hitbox Love, ça avait quand même relativement bien marché? Ah bah oui, complètement. Surtout quand tu as investi de l'argent. Moi, j'ai quand même investi quasiment
heureusement que j'ai eu un mariage annulé. Mais j'ai investi un petit peu d'argent dans ce projet-là. Oui, t'as vraiment peur que ça fonctionne pas. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Et puis surtout, moi, j'ai pas été avertie de toutes les contraintes qu'il y a quand tu montes ta boîte. Et surtout, quand tu montes un appart aujourd'hui, il y a des vraies contraintes administratives, on va dire comme ça, qui sont très compliquées en France. Donc, c'est tout ce qui est signature de beaux commerciaux. Enfin, voilà, c'est très difficile. On se rend pas compte. On croit qu'aujourd'hui, moi, je suis partisane de dire que de monter une boîte, c'est pas Instagram. C'est pas un joli filtre Insta, c'est pas un feed Instagram. Tu peux voir le compte de Dada sur Insta, tu dis waouh, c'est cool. Bah ouais, ou mon compte perso, tu dis putain, elle galère tous les jours, elle est au taquet, elle va de partout, que ce soit sur les stories, que ce soit sur le truc et tout. Mais non, il y a énormément de taf derrière, il y a énormément de soirées où tu pleures et où tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas accepté de reprendre un putain de CDI où c'est simple? Où au final, t'as un taf à faire et tu le fournis et basta. Là, l'entrepreneuriat, toutes les galères, c'est pour toi. Non, je sais plus du tout c'était quoi ta question. Excuse-moi. Non, mais c'était sur est-ce que tu avais eu peur de l'échec en fait derrière j'ai eu peur et j'ai encore peur aujourd'hui. Tu vois, là, là, Dada prend une deuxième vague qui va arriver sur Dada. Il y a des nouveaux projets dont je ne peux pas encore t'en parler puisque c'est pour la rentrée. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est vrai que je flippe encore tous les jours. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne cesseras pas de flipper. Ouais. Parce que c'est un moteur aussi. Ce qui te permet d'avancer, c'est de prendre des risques. Il faut en prendre, il faut tomber pour te relever. Réellement. Il faut bien tomber. Et moi, bizarrement, c'est quand je suis plus à terre que sans prétention, je fais les plus belles choses. Ouais. Dada, c'est arrivé parce que j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'arrivais plus avec Hitbox Love, j'étais trop toute seule. Et à la place de repartir, bam, j'ai refait Dada. Sans Dada, s'il n'y avait pas eu la rupture, il n'y aurait pas eu Dada. Enfin, tu vois, tout est lié. Je pense vraiment que c'est les échecs qui te permettent de rebondir très vite. Ok. On va finir sur une dernière question. C'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement? Oh là là. Selon toi. Ma définition du risque. Le risque, c'est de se mettre en danger. Pour moi, c'est de se mettre en danger dans tous les termes. Et oui, et je pense aussi, sans jeu de mots, je pense que c'est de boxer sa vie. De prendre des risques, c'est vraiment pour le coup boxer sa vie et de se dire vas-y, j'ai pas peur. Au pire, je tomberai et je me relèverai. Voilà. Moi, je pense que c'est ça et c'est vrai que c'est quelque chose que je m'applique tous les jours. Quand je dis, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais j'ai réfléchi avant de lancer boxer sa vie, tu vois, ce hashtag-là et toute cette conviction et je me disais, mais oui, au-delà d'être mon mantra, c'est vraiment quelque chose que je ressens, tu vois. Tu me disais le matin, comment tu fais pour sourire et pour faire en sorte d'aller? Je me dis, quand ça va pas, je me dis, vas-y, je vais la boxer, cette putain de vie. Tu vois, quand ça va vraiment pas, je me dis, vas-y, je vais l'affronter. Et parce que sinon, j'ai pas le choix, il se passe quoi? Sinon, il se passe quoi? Tu restes enfermé dans ta chambre, tu regardes des séries, tu te mets sur Netflix, tu pleures, tu prends des kilos, tu bouffes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, ou tu fuis. Tu fuis en partant. Et non, en fait, même si il faut l'affronter. Même si c'est difficile, il faut l'affronter. Il faut se donner. Tu veux réussir, tu veux voir toutes ces Insta. Enfin, tout ce que tu vois sur Insta, c'est réussite brillante. Les filles, elles sont pas arrivées là par hasard. Elles ont travaillé. Elles se sont donné les moyens. Elles ont rencontré les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà, faut taffer. Il n'y a pas de secret. Très bien. On va finir sur ça. Merci beaucoup. De rien, Laura. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.